faut pas mettre toutes les informations publiques du monde sur la blockchain. Aujourd'hui, il y a 50 000 banques dans le monde. Elles ont toutes recréé leur propre système de gestion de prêts, de machin. On veut des protocoles à la place des systèmes pourris qui existent. Je vais lâcher le mot. Sur Signal, quand j'utilise Signal ou une messagerie chiffrée de bout en bout, les métadonnées, donc qui communique avec qui, Signal est au courant. Par contre, les messages eux-mêmes, la donnée elle-même, elle est cachée. Donc, je suis très content que Sam Altman il développe ses super algos d'IA, mais moi je lui envoie une donnée chiffrée qu'il ne peut pas déchiffrer. Son algo fait sa sauce qui est magique, il me la renvoie et il n'y a que moi qui peux la déchiffrer et ça appartient à personne d'autre. Hello à tous et bienvenue sur la chaîne de Carlita Crypto pour une nouvelle vidéo, autour des mythes et préjugés sur la privacy, le FHE et les ZK. Si vous ne savez pas ce que c'est, restez bien sur cette vidéo. Pour démystifier tout ça, j'ai l'honneur d'accueillir Jason de l'ABI. Absolument. Qui est donc écosystème lead chez Zama et qui va nous parler aujourd'hui de tout ce qui est FHE, de tout ce qui est privacy dans l'écosystème blockchain et peut-être même autour. Salut Carlita et merci de me recevoir. Ça va? Bah ouais, trop bien. En tout cas, merci d'être venu. On va parler de plein de mythes différents. Moi, j'en ai préparé 4. Tu vas me donner, chaque fois, je vais te donner le mythe. Et après, toi, tu vas me donner un peu ton avis. Tu vas essayer de répondre à mes questions pour démystifier le mythe que je donne, tout simplement. D'abord, je pense que c'est quand même bien de rappeler, puisqu'il y a pas mal de gens qui ne connaissent pas. Il y a des gens qui connaissent la blockchain, les cryptos, puisque forcément, on est sur une chaîne crypto, que je l'ai déjà expliqué plein de fois. Mais je pense qu'on a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément friendly avec cette notion de privacy. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est déjà? Et est-ce que c'est important dans la crypto, la privacy? Alors absolument, c'est une très bonne question pour démarrer. La crypto... Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, notamment les médias traditionnels, c'est pas quelque chose où on peut cacher les choses. Sur une blockchain, le principe fondateur, c'est que tout est public. C'est-à-dire que je vais faire une transaction, tout va être public. Alors oui, ce sera caché derrière des adresses, ce sera pseudonyme, mais l'information, l'historique de l'information, tout ça va être complètement public. Donc on va gagner plein de propriétés en étant sur une blockchain, mais on va perdre quelque chose qui est assez fondamental, c'est la possibilité de cacher les choses. Et donc ce mouvement de la privacy et de la confidentialité sur la blockchain, son but c'est de remettre cette couche de confidentialité qui existe dans le monde traditionnel. Quand j'utilise ma carte bancaire, quand j'utilise ma banque, il n'y a que la banque qui peut voir. Tout le monde ne peut pas voir les changements que je fais, les échanges que je fais. Ce serait embêtant pour certaines personnes. Exactement. Et donc, nous, on essaye de rapporter cette propriété qui est quand même bien utile, qu'on a perdue avec toutes ces innovations et pour la remettre dessus. Ok. Et du coup, donc, une fois qu'on a défini donc, privacy, moi, en introduction, je parlais de ZK. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Zero Knowledge. Zero Knowledge Proof, souvent, on en entend beaucoup parler. Je sais que c'est plus ou moins proche de ton écosystème. Oui. Est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est le Zero Knowledge Proof et à la suite expliquer qu'est-ce que c'est en fait le FHE, le Fully Homomorphic Encryption, si je ne dis pas n'importe quoi? Non, c'est exactement ça. Alors, je vais redonner un petit peu de contexte pour bien comprendre tout ça, parce que je comprends bien que ces sujets peuvent faire peur, même pour un public qui regarde beaucoup de vidéos crypto. En fait, ce monde-là, de la blockchain, de Bitcoin, ensuite de Ethereum, c'est des technologies qui sont venues et qui ont été faites à partir de briques fondamentales de cryptographie. La science fondamentale, avant les crypto-monnaies, c'est la cryptographie. Et par exemple, pour faire Bitcoin, on a eu besoin d'ingrédients qui sont une fonction de hachage, des signatures digitales, et puis on fait une pop-up comme ça, puis Satoshi il est venu avec Bitcoin. Et en fait, depuis quelques années, on a des nouveaux jouets, des nouvelles briques fondamentales de cryptographie qui permettent de faire plus que ce qui était fait avant. C'est-à-dire que ça n'existait pas à l'époque de Bitcoin. Ça existe maintenant, c'est des technos qui sont prêtes. Et dedans, il y a eu deux nouvelles technologies, deux nouvelles primitives qui sont arrivées dans les dernières années. Il y a eu les Zero Knowledge Proof et il y a eu le FHE. Et moi, je travaille pour Zama, qui est une boîte française, une start-up française, spécialisée en FHE, Fully Homomorphic Encryption. Donc, qu'est-ce que c'est les deux? Je vais essayer de donner une première définition assez simple pour qu'on puisse situer, puis après on ira un petit peu plus dans les détails. Les Zero Knowledge Proof, c'est une technique qui permet de prouver quelque chose sans révéler une partie de l'information. C'est ça la grande idée. Alors ça paraît un petit peu très conceptuel comme ça, mais c'est la technologie qui est utilisée pour scaler aujourd'hui Ethereum. C'est beaucoup plus une technologie, malgré le fait qu'elle s'appelle Zero Knowledge Proof et qu'il y a un petit concept de on cache de la donnée, en fait c'est une technologie qui va chercher à prouver qu'un calcul a bien eu lieu pour qu'ensuite on puisse le vérifier.
ça peut aussi être utilisé pour faire de la confidentialité et de la privacy, mais c'est principalement utilisé pour faire du scaling. Ok. Tandis que le FHE, c'est une technologie qui est 100% dédiée à de la confidentialité et à cacher des informations sur la blockchain. Et je vais expliquer un petit peu plus les détails entre les deux, mais voilà, on a une techno qui est 100% pour de la confidentialité, et le ZK, qui est principalement pour du scaling, et quand même un petit peu pour de la confidentialité. Je finirai là-dessus. Il y en a, vous connaissez probablement des technologies, des cryptos comme Monero ou comme Zcash, qui sont les premières crypto-monnaies un petit peu anonymes qui cachaient des informations. Elles étaient basées principalement sur du zero knowledge. Et nous, on essaye d'amener la nouvelle vague d'innovation basée 100% sur des FHE où on pourra faire beaucoup plus de choses en confidentialité. Ok, c'est très clair comme explication. Et je rajouterais que pour les gens qui s'attendent à ce qu'on parle de projets crypto, puisque moi, très souvent sur ma chaîne, je parle de projets crypto. Là, on parle vraiment de technologie. Et en fait, c'est ces technologies-là qui sont dans des projets, dans des entreprises, etc. Il y a plusieurs projets crypto qui vont utiliser, par exemple, les ZK Proof. Ce sont très souvent d'ailleurs des Layer 2, donc qui sont construits, comme tu disais, sur Ethereum. Et le FHE, donc tu vas nous en dire un peu plus au fur et à mesure de où est-ce que vous l'intégrez, qui l'utilise, etc. D'abord, commençons avec le premier mythe. La crypto-monnaie est-elle totalement anonyme? Puisqu'il y a souvent des gens qui disent ça. C'est une des croyances, on va dire, un peu répandues, comme quoi le Bitcoin serait anonyme. Mais je pense qu'il faut un peu nuancer ça, même dire que c'est totalement faux. Donc, pourquoi est-ce que tu penses que les gens disent que c'est anonyme? Alors, je pense que les gens associent à ça déjà parce que c'est pas forcément très clair. La réalité, c'est que c'est pseudonyme. C'est pas anonyme, c'est pseudonyme et c'est pour la majorité de la population, c'est pas forcément clair. Et ensuite, comme ça a souvent été vendu par les médias traditionnels comme étant une technologie pour cacher de l'argent, financer le terrorisme, enfin que des trucs un peu sales, bah, les gens ils l'ont un petit peu associé à de l'anonymité. Tu dis pseudonyme, mais est-ce que tu peux expliquer justement, je pense que c'est fou pour les gens parce qu'ils ne connaissent pas la différence entre anonyme et pseudonyme. Alors, anonyme, c'est quand on n'a aucun moyen de tracer l'identité de qui a fait quoi. Si je prends par exemple un parallèle avec Internet, on peut utiliser Tor et on va s'anonymiser. Tor, c'est un réseau en oignon qui va permettre de cacher l'adresse IP et on ne saura pas que c'est telle adresse IP qui demande quelque chose. Tandis que quand c'est pseudonyme, on a au moins un identifiant qui nous suit à travers le temps. Donc dans le cas d'Internet, c'est l'adresse IP. Dans le cas des crypto-monnaies, c'est mon adresse Bitcoin ou mon adresse Ethereum. Donc même si l'adresse XBWR4Z, on ne sait pas qu'elle est liée à Jason de l'Abbaye, à moi, en fait, on va pouvoir voir que c'est cette adresse qui, dans le temps, a fait toutes ces différentes transactions. Et le jour où il y a un lien qui est fait entre mon identité et cette adresse, on peut savoir que c'était moi tout du long. Et donc, on peut rattraper exactement toute la file. Donc, c'est ça la différence entre l'anonymité, où on ne peut jamais faire ce traçage, et la pseudonymité, où il y a quand même un identifiant qui nous suit à travers le temps. Ok. Et donc, du coup, on est d'accord qu'on peut tout tracer sur une blockchain qui est publique. Alors oui, il suffit d'aller sur un block explorer, par exemple pour Ethereum, vous allez sur Etherscan et puis vous allez pouvoir tracer, aller chercher une adresse en particulier, aller regarder le dernier bloc et vous pourrez voir, de remonter de proche en proche, comment cette adresse a été financée, d'où est-ce que vient l'argent, à qui est-ce qui l'envoie des transactions ou de l'argent et aller former comme ça un graphe de toutes les transactions qui ont eu lieu sur une adresse. Et il y a des sociétés qui sont spécialisées dans l'analyse de ces données et qui essayent de les lier aux identités dans le vrai monde. Donc, par exemple, les adresses dépositaires des exchanges comme Binance, comme Kraken sont connues. Et donc, des gens, eux, on peut les tracer. Ensuite, il y a des personnalités dont les adresses sont connues. Et le plus on fait de transactions, le plus on laisse d'indices, plus facile c'est pour ces sociétés comme Arkham, Chainalysis, d'aller recouper et d'aller reconstituer des bases de données pour lier les adresses pseudonymes à des vraies identités. Et comment est-ce qu'on fait alors si demain, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des technologies qui sont disponibles où on peut améliorer la confidentialité? Parce que là, il y a en fait zéro confidentialité, à part le fait que ce soit pseudonyme dans les transactions, je veux dire, quand on transfère des cryptos d'un wallet à un autre, on peut suivre, on va dire, toute la chaîne de bout en bout. Si on veut rajouter de la confidentialité à ça, comment est-ce qu'on fait? Alors, il existe plein de solutions, mais avant d'en parler, je vais juste mettre en place un petit modèle pour clarifier encore plus cette notion de confidentialité et d'anonymité. On va partir d'un exemple simple où moi, je vais te faire une transaction à toi, ou quelqu'un envoie une transaction, et là, il y a plusieurs choses à cacher. C'est-à-dire qu'on pourrait cacher que c'est moi qui suis en train de transacter avec toi. Donc, on appelle ça l'envoyeur, le receveur, ou alors les métadonnées. Mais on peut aussi cacher la donnée elle-même, le montant.
je t'envoie 12 Ethers ou 2 Ethers, on peut cacher aussi ce 12. Et donc, nous, avec le FHE, chez Zama, on va être très très bon. Alors, on peut tout cacher, mais on va être particulièrement bon pour cacher la donnée. Et on est la seule technologie qui permet de cacher la donnée elle-même. C'est-à-dire que tout le monde va voir que je suis en train de transacter avec toi, mais personne ne va voir que je transacte 12 ou 10 ou 100 000. Et donc, nous, on cache la donnée. On peut aussi cacher la métadonnée. C'est aussi ce qu'on peut faire avec le ZK. Le ZK ne peut cacher que la métadonnée. C'est-à-dire qu'il va cacher qu'on est en train de transacter. Et c'est le cas, par exemple, de Tornado Cash. Quand vous utilisez Tornado Cash, c'est un service de mixing. C'est-à-dire que vous allez pouvoir envoyer n'importe qui va voir tous les montants qui passent par Tornado Cash. Par contre, ça va brouiller complètement les adresses. C'est-à-dire qu'on va pouvoir envoyer de l'argent à quelqu'un sans qu'on puisse savoir d'où vient l'argent. C'est le principe d'un mixeur. Donc un mixeur cache les métadonnées, l'envoyeur, le receveur. Le FHE, notre technologie chez Zama, elle va cacher la donnée elle-même. Ok, très clair pour la différence. Je fais une pause dans cette vidéo pour vous présenter Bitpanda, mon partenaire du jour qui rend ces interviews possibles. Mais Bitpanda, c'est quoi? Bitpanda, c'est une plateforme d'investissement fondée en 2014 en Autriche. À l'origine spécialisée dans le Bitcoin, elle a rapidement élargi son offre pour inclure plus de 450 crypto-monnaies, des actions, des matières premières, même des ETF. Ce qui m'a tout de suite plu chez Bitpanda, c'est sa simplicité d'utilisation, puisque moi, vous savez, j'essaye de mettre toute ma famille dans les cryptos, donc c'est assez pratique de les envoyer directement sur Bitpanda, au moins ils ne se perdent pas, puisque l'interface, elle est assez intuitive, elle est claire, et elle convient d'ailleurs aussi bien aux débutants qu'aux investisseurs expérimentés. Pourquoi est-ce que vous pourriez choisir Bitpanda plutôt qu'une autre plateforme? Tout simplement parce que déjà, Bitpanda, c'est une entreprise qui est européenne, qui est régulée. Elle est enregistrée auprès de l'AMF en France, ce qui garantit vraiment un haut niveau de sécurité. L'AMF, l'autorité des marchés financiers. Ensuite, vous pouvez investir dans un large éventail d'actifs sans avoir à changer de plateforme. Vous pouvez investir dans les cryptos, dans les matières premières, dans les actions, etc. Tout est à portée de main. Et ensuite, ils ont des fonctionnalités plutôt sympas. Je trouve qu'ils les différencient d'autres plateformes. Par exemple, ils ont Bitcoin... j'arrête pas de dire Bitcoin. Ils ont Bitpanda Savings. J'appelle Bitcoin Savings alors que c'est Bitpanda Savings. Bitpanda Savings, c'est où vous pouvez en fait programmer des investissements automatiques à partir de 10 € seulement. Et vraiment, c'est trop bien pour mettre en place une stratégie d'épargne régulière. Ils ont aussi Bitpanda Cash Plus où vous avez un compte en fait qui est rémunéré, dédié et qui vous permet de faire fructifier vos liquidités qui sont en euros ou en crypto. Ce qui est aussi cool de savoir, même si c'est pas le plus important, c'est que Bitpanda est associé avec des figures un peu emblématiques en France et à l'international. Par exemple, certains d'entre vous doivent connaître, je pense, Antoine Dupont, qui est le capitaine de l'équipe de France de rugby. Il incarne assez les valeurs de performance, de confiance, d'humilité, qui partagent un peu avec la plateforme Bitpanda. Et ils ont aussi même un partenariat avec le Bayern Munich ou encore avec la NFL. S'inscrire sur Bitpanda, c'est vraiment simple, c'est rapide et encore une fois, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais ça m'aide vraiment à créer ce genre de vidéos si vous les aimez. Vous créez votre compte en quelques minutes avec un KYC sécurisé, très fluide. Vous déposez des fonds à partir de 10 €. Vous pouvez commencer à investir à partir de 1 €. Vous choisissez vos actifs, vous explorez les différentes options, puisqu'il y en a plein, selon vos objectifs. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a une offre spéciale. Si vous inscrivez avec le lien qui est en description, c'est-à-dire mon lien pour me soutenir, vous avez un bonus de 50 € en Bitcoin pour tout volume de trade de 400 €. Si vous cherchez une plateforme qui est simple, sécurisée, qui est complète pour gérer vos investissements ou à mettre vos amis, votre famille, etc. dans la crypto, je vous recommande vraiment Bitpanda. En tout cas, un grand merci à eux de soutenir la chaîne, de soutenir toutes mes vidéos et on reprend tout de suite notre explication et notre discussion sur qu'est-ce que le FHE. Je pense qu'on va passer au mythe numéro 2, parce qu'il est temps. On a un peu introduit cette notion de privacy, de confidentialité. Aujourd'hui, on entend souvent que la confidentialité dans la blockchain va ralentir les transactions, va les rendre inefficaces ou encore hors la loi. Tu parlais justement de Tornado Cash, on va y venir. Ces mixeurs-là, comme Tornado Cash, des fois on dit que c'est illégal de les utiliser. C'est pas si simple en réalité. Est-ce que déjà... d'où vient cette idée que ça va, la privacy, la confidentialité va ralentir les transactions et est-ce que c'est vraiment le cas? Alors,
La réponse courte à cette question est oui. Ça va ralentir un petit peu. Ok. Pourquoi ? Parce que comme je le disais tout à l'heure, au moment où la plupart des blockchains dominantes ont été créées, Bitcoin, Ethereum, etc., les solutions de confidentialité n'existaient pas. Donc en fait, elles ont été créées sans ces solutions nativement intégrées dans les systèmes. Un petit peu comme le web. On a d'abord eu le protocole HTTP, sur Internet. Et ensuite, horizon, je ne sais plus, 2004-2005, on a rajouté SSL, qui est maintenant TLS, et ça a donné HTTPS au milieu des années 2000. Et c'est pour ça qu'on a le petit cadenas maintenant sur notre navigateur pour montrer que c'est chiffré de bout en bout quand on est en train de communiquer. C'est un petit peu la même chose qui est en train d'arriver en blockchain. C'est-à-dire qu'on va passer d'un monde où tout est sans confidentialité, maintenant qu'on voit que ça marche et qu'il y a des cas d'usage, et on va venir rajouter cette confidentialité. Et donc, pour venir la rajouter, il y a plusieurs solutions. Je parlais du ZK, on a le FHE qu'on fait chez Zama, mais il faut faire des modifications. Il faut soit changer la VM, donc la virtual machine, le moteur un petit peu des blockchains. Donc on peut soit upgrader le moteur, mais c'est dur à upgrader, surtout sur des blockchains publiques. Pour aller upgrader Ethereum, il faut passer par plein de process, il faut que toute la communauté soit d'accord. Ouais. Bitcoin, c'est pas possible de grader parce que la communauté est formée autour de cette ossification du protocole. Et il y a d'autres blockchains qui naissent, des sidechains, des Layer 2, où c'est beaucoup plus facile d'aller ramener cette couche directement dans le moteur. Et soit on change le moteur, on change la structure, ou soit on va juste changer la couche applicative. Et pour l'instant, c'est ce qu'ont fait les mixeurs. Les mixeurs, c'est uniquement des smart contracts qui tournent sur Ethereum. Il n'y a pas eu de changement du moteur. On a construit un protocole qui bricole un peu pour avoir de la confidentialité. Donc, je me souviens plus trop de la question, mais la réponse c'est qu'en tout cas, il faut du travail et ça va prendre encore un petit peu de temps pour amener cette couche de confidentialité. Donc, ça ralentit en fait un peu forcément les transactions parce que l'utilisation n'était pas faite pour avoir cette confidentialité-là. Exactement, et aussi pour une autre raison, et donc là je vais en profiter pour parler un petit peu plus de ce qu'on fait chez Zama. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle un coprocesseur, donc pour permettre à tous les développeurs sur Ethereum d'utiliser le FHE. On ne va pas changer Ethereum lui-même, mais on va utiliser un service tiers. Je ne rentre pas tellement dans le détail, mais qui s'appelle le coprocesseur, mais en gros, ça permet à n'importe quel développeur d'utiliser et de faire des transactions en FHE sur Ethereum. La contrepartie de ça, c'est que on ne va pas pouvoir atteindre le même niveau de transactions par seconde. Avec le FHE, on va pouvoir faire entre 5 et 10 transactions par seconde à court terme. On est très loin de pouvoir faire ce que fait Solana, qui fait 1000 transactions par seconde. Mais notre conviction, c'est que c'est largement suffisant pour tous les cas d'usage qu'on veut aller cibler. Donc on peut faire moins parce que notre techno, le FHE, est très gourmand en puissance de calcul. Ça demande beaucoup de puissance de calcul, un ordre de grandeur de plus que les systèmes actuels où il n'y a pas de FHE et pas de confidentialité. Donc nécessairement, c'est un petit peu plus lent, on peut faire un petit peu moins. Mais là où on a de la chance, c'est que la tendance générale va dans notre sens, les systèmes sont encore de plus en plus rapides, les puces spécialisées en FHE sont en train d'arriver, et dans le temps long, ça va s'aplatir et ça sera indolore pour l'utilisateur final. Ok, c'est marrant parce que du coup, j'ai l'impression, je sais pas si tu connais le trilemme des blockchains, tu as décentralisation, scalabilité, sécurité. En fait, limite, on pourrait carrément rajouter un angle avec la confidentialité. Ouais, absolument. On pourrait parler de carré, de quadrilemma avec la privacy. En tout cas, nous, on pense que c'est une couche fondamentale sans laquelle on ne pourra pas avoir la fameuse adoption massive tant recherchée. Il y a un élément de comparaison que j'aime bien faire, c'est, je te parlais tout à l'heure de l'intégration de TLS, SSL dans HTTP, qui nous a permis de mettre nos données. Avant ça, c'était très difficile de mettre des données de carte bleue sur Internet, parce que Internet, c'est un réseau qui est public. N'importe qui peut aller écouter ce qui se passe. Et donc, on n'aimait pas trop mettre des informations bancaires ou de paiement ou de valeur avant que ce soit chiffré. Et une fois qu'on a pu le faire, c'est là qu'on a pu avoir un boom massif du e-commerce qui a pu vraiment émerger, des paiements faciles et puis plein d'autres choses confidentielles qu'on peut mettre en chain. Nous, on pense que grâce à l'ajout de ces solutions de confidentialité, ça va être beaucoup plus facile pour des acteurs traditionnels d'enfin utiliser la blockchain, parce que là, elles ont peur, elles ne sont pas habituées, il faut conserver le secret du business. C'est normal, les business, le secret, c'est quelque chose de fondamental. On ne fait pas du business en mettant toutes nos informations publiques, ça n'a aucun sens. Et on pense que ça va être la même chose avec les blockchains. Ok, mais donc j'ai bien compris la partie FHE, la partie ZK du coup, parce que tu disais d'ailleurs en introduction que limite ils arrivent plus sur la scalabilité que sur la confidentialité, donc eux au final ils ralentissent pas du tout les transactions, au contraire. Ah non, ils les accélèrent. Mais comme je le disais tout à l'heure, le ZK ça peut vraiment être utilisé pour le scaling, c'est le cas aujourd'hui, le principal cas d'usage, et aussi un peu pour la confidentialité, pour faire les smart contracts comme Tornado Cash, etc. Ou alors il y a des blockchains spécifiques comme Aztec Network ou Aleo qui sont spécifiques
spécialisés là-dedans. Mais tu as raison, le ZK aujourd'hui, ça permet de scaler Ethereum. Starknet, par exemple, fait un travail formidable pour ça. Ils vont faire des preuves d'exécution. En gros, plutôt que de faire 1000 transactions sur la Layer 1 Ethereum, on va faire 1000 transactions sur un réseau secondaire de couche 2. On va générer une preuve d'exécution et on va juste vérifier la preuve sur Ethereum. Et c'est ça qui permet d'avoir ce scaling, parce que c'est exponentiellement plus facile de vérifier que de réexécuter ces transactions. Et donc oui, ça permet de scaler, d'arriver à des... Et donc tu vois, on parle de Tornado Cash. Ouais. C'est considéré, je crois que les fondateurs ont été en prison ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous aussi, la technologie, ce qu'on peut construire avec le FHE, ça peut être illégal? Est-ce que la tech est légale? Est-ce qu'il y a des problématiques liées à ça? Alors, c'est une bonne question. Et la réponse simple, c'est... On n'est pas tellement inquiété de la même façon, parce que je vais reprendre l'analogie que j'avais avec Tor et l'analogie avec Tor que j'ai prise tout à l'heure. Sur Tor, il va cacher les adresses IP, et ça, les gouvernements, les pouvoirs publics, ils n'aiment pas du tout. Et donc, ils vont plutôt essayer d'attaquer, essayer d'aller à la... Oui, Tor, c'est pas légal comme ça. C'est pas légal, ils n'ont pas envie d'avoir ça. Par contre, Signal, sur Signal, quand j'utilise Signal ou une messagerie chiffrée de bout en bout, les métadonnées, donc qui communique avec qui, tout le monde le sait, enfin Signal est au courant. Par contre, les messages eux-mêmes, la donnée elle-même, elle est cachée. Okay. Et ça, il n'y a pas de problème parce qu'on sait qui communique avec qui. Et nous, notre théorie, on pense que pour un gouvernement, c'est beaucoup plus dangereux de cacher le graphe des transactions que de cacher les montants. Et nous, on a une technologie qui permet de cacher les montants. C'est-à-dire qu'avec Zama, on sait que Jason est en train de faire une transaction avec Carlita. Okay. Et donc, si jamais il y a besoin d'enquêter, on peut aller enquêter. Et on pourra peut-être aller trouver le montant. Mais par défaut, on pense que le régulateur va même être très content d'avoir ces technologies. En tout cas, les grandes banques, les institutions financières, les gens dont on a besoin pour avoir une adoption massive, ils auront besoin de cette technologie-là. D'ailleurs, j'avais vu, alors je ne sais pas si c'est exact ou je ne sais plus où c'est que j'avais lu ça, mais que vous avez une techno où vous pourriez éventuellement, si c'est demandé, permettre à des gouvernements ou des organisations réglementées d'avoir certains accès en les whitelistant. Absolument, absolument. Nous, on pourrait créer des backdoors officiels. Alors, c'est pas forcément un bon mot, mais imaginons qu'il y a une industrie régulée qui développe un smart contract. Et en fait, chacun pourrait avoir accès, par exemple, à sa balance, combien je possède de tel actif, si on parle d'un actif qui a été tokenisé. Plus le législateur a aussi droit d'avoir accès. Mais c'est écrit noir sur blanc en Solidity que le législateur a le droit d'avoir accès. Et c'est normal, et c'est bien, et c'est sain pour faire fonctionner ce marché-là. Mais par contre, tous les acteurs qui utiliseraient le service sauraient que leurs compétiteurs n'auraient pas accès aux données. Et on arriverait à reproduire une fonctionnalité qu'on aime beaucoup dans le monde réel, c'est d'avoir cette confidentialité, mais qu'on peut parfois aller lever pour aller résoudre, je ne sais pas, une enquête ou quelque chose au sujet de la compliance. On arriverait à le reproduire on-chain. En tout cas, ce qui est cool, c'est que vous donnez la possibilité aux deux camps, entre guillemets, ceux qui sont anti-réglementation, conformité, qui veulent juste tout cacher et rien montrer, ou ceux, au contraire, qui veulent se réguler pour avoir un secteur peut-être plus sain. Est-ce que tu connais d'autres... Parce que donc moi, j'ai découvert le FHE vraiment parce que vous avez pris une grosse hype avec Zama sur tout un peu l'écosystème blockchain. Je connaissais déjà un peu la techno du ZK. Est-ce qu'il y a d'autres technos comme ça que potentiellement les gens ne connaissent pas, qui sont en train de travailler autour de certains sujets de privacy, de confidentialité ? Alors, il y a 4 grandes technologies que moi, j'aime appeler les 4 chevaux de l'apocalypse privacy qui vont permettre d'arriver à ça. Je ne sais pas si c'est une bonne métaphore, il n'y a que moi qui l'utilise. Mais en gros, il y a 4 grandes façons de faire de la confidentialité. Donc, la première, c'est le ZK, on en a parlé. C'est entre guillemets celle qui est utilisée depuis le plus longtemps dans les blockchains. La deuxième, c'est le FHE. C'est un tout petit peu derrière, mais on est en train de rattraper avec le travail que fait Zama, les investissements. C'est en train d'arriver et les premiers cas d'usage vont sortir dans très peu de temps en production. Le troisième, c'est ce qu'on appelle les TEE. Donc TEE, ça veut dire Trusted Execution Environment. C'est des enclaves sécurisées dans lesquelles on peut faire des calculs. C'est par exemple des réseaux comme Secret Network à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, sur Cosmos, qui ont été lancés là-dessus. Il y a plein de blockchains qui sont lancés à partir de cette techno. C'est très bien, c'est un bon trade-off en termes de prix et de sécurité. Par contre, s'il commence à y avoir des montants trop élevés, c'est possible d'aller les casser. Il y a ce qu'on appelle des side channel attacks qui permettent d'aller
de voir ce qu'il y a et de révéler les informations. Et il faut faire confiance à celui qui construit le hardware, en l'occurrence Intel. Donc il y a un petit peu plus de trust assumption, mais ça permet, dans certains cas, d'avoir de la confidentialité sur la bonne partie du trade-off. Et la dernière s'appelle le MPC. C'est le Multi-Party Computation. Beaucoup d'acronymes, je suis désolé pour ceux qui nous écoutent, mais voilà, ZK, FHE, TEE, MPC. MPC est assez connu dans le monde des cryptos puisqu'on l'utilise pas mal pour reconstituer tout ce qui est seed phrase, etc. Exactement. Et en fait, ce qu'on va utiliser dans le MPC pour faire des signatures, c'est plutôt que d'avoir une seule clé, on va diviser la clé en 3 parties. Et pour faire la signature, moi, je vais faire un petit bout de la signature, toi, tu vas faire un petit bout de la signature, une troisième personne va faire un petit bout de la signature, et on aura fait une signature valide sans qu'aucun de nous ne possède la clé. Donc c'est multi-partie, on fait tous une petite partie du calcul. Et on peut aussi le faire sur des données chiffrées. C'est aussi possible de faire des calculs où chacun va faire un petit bout des calculs sans avoir accès à l'intégralité des données. Ok, très clair. Merci déjà pour avoir répondu à toutes ces questions sur le mythe numéro 2. On va passer à une catégorie un peu spéciale. En général, je coupe ma vidéo en faisant ça. C'est les questions de ma famille. En gros, c'est assez bizarre, mais moi, j'ai essayé de mettre ma famille dans l'écosystème un peu crypto-blockchain. Et ce que je fais maintenant, c'est que quand je fais ce podcast, Mythes et préjugés, je leur envoie un peu le sujet, de quoi je vais parler, et je leur demande s'ils ont des questions. Puisqu'en fait, c'est des personnes qui découvrent au fur et à mesure tout l'écosystème et que j'aime bien avoir leur avis pour pas faire quelque chose justement de trop technique ou de trop niche. Et donc, la première question qu'ils ont eue, donc des fois, elles sont pas adaptées à la situation, mais la première question, c'était, il y en a 2, donc il y a quels secteurs sont particulièrement concernés par cette technologie ? Peut-être parce que nous, on a beaucoup parlé de blockchain. Ouais. Pourquoi peut-être la blockchain et est-ce qu'il y a d'autres secteurs ? Alors, c'est une bonne question encore. Les secteurs les plus impactés sont tous ceux qui ont besoin de cacher des données et qui vont avoir beaucoup de bénéfices à avoir des données cachées. Donc pourquoi la blockchain, c'est notre go-to-market chez Zama ? C'est parce que c'est un secteur qui a terriblement besoin de confidentialité. Tout est public et qui est prêt à payer pour ça. Il y a de l'argent. Et ça leur permettra d'avoir des économies énormes par rapport au système financier traditionnel. Quand on creuse un peu sur le fonctionnement du système financier, il y a des centaines d'intermédiaires de partout. Une blockchain, ça permet de résoudre beaucoup d'intermédiaires. C'est juste qu'il n'y a pas encore de confidentialité. Et donc, une fois que ce sera bon, ça va apporter beaucoup de valeur. Ensuite, il y a le secteur de la santé. Et en général, tous les secteurs qui gèrent des données qui ont une grande valeur. Par exemple, ma donnée d'ADN, mes données de santé hyper personnelles que je n'ai pas envie de partager avec le monde entier, je préférerais que personne les stocke en clair. Je préférerais que les gens aient les services qui gèrent ma donnée de santé gèrent des informations chiffrées. Et nous, ce qu'on va permettre, je vais donner un exemple simple pour expliquer ça. Imaginons que j'ai mon ADN, par exemple. C'est de la donnée privée, j'ai pas envie que ça se retrouve dans les mains de n'importe qui, mais j'aimerais quand même qu'une entreprise utilise ces algorithmes pour me dire si j'ai pas une chance d'avoir un cancer ou déceler des trucs sur ma santé. Mais ça m'embête de leur donner ma donnée en clair. Ce que je vais faire, c'est que je vais le chiffrer en FHE, je vais le renvoyer, eux ils pourront même pas voir ce que c'est, mais ils pourront quand même faire tourner leurs algorithmes dessus pour voir si j'ai des probabilités d'avoir des maladies, etc. Ça va générer un résultat que eux ne peuvent même pas comprendre. Ils vont me l'envoyer et moi seul, derrière mon écran, mon petit ordinateur, je vais pouvoir déchiffrer et avoir les résultats. Ce qui fait que même s'ils se font hacker, si tous leurs services et les données de la terre entière de santé se retrouvent hackés, le hacker n'aura même pas accès aux informations en clair. Okay. Et donc, on arrive à avoir le meilleur des deux. Donc, c'est ça aujourd'hui vraiment la différence parce que du coup, il m'avait posé aussi la question, mais c'est quoi la différence avec il existe déjà plein de solutions où on peut chiffrer la donnée. Alors, mais en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on chiffre la donnée pour l'envoyer d'un endroit à un autre, mais en fait, une fois qu'elle est arrivée au bon endroit, on la déchiffre, on en fait ce qu'on en veut. Après, on la rechiffre, on la renvoie et on a dit qu'elle était chiffrée alors qu'elle n'est pas de bout en bout, quoi. Tu viens parfaitement de décrire HTTPS. Nous, on s'est chiffré soit pour stocker, ou soit pour transporter. Mais chaque fois qu'on manipule et qu'on fait quelque chose de valeur ajoutée sur cette donnée, on est obligé de la déchiffrer. Et c'est là que c'est l'ouverture du pot de miel. Et vraiment, ce qu'il faut réaliser, c'est que le FHE est capable, ça paraît complètement, mais même certains développeurs n'arrivent même pas à y croire, tellement il y a un petit côté magique, pourtant c'est vrai. On peut faire n'importe quel calcul sur de la donnée qui est complètement chiffré. C'est comme si quelqu'un, par exemple, une analogie, alors les analogies sont plus ou moins bonnes pour expliquer, mais c'est comme si un espèce de potier pouvait fabriquer
un pot à partir de glaise sans voir du tout la matière première avec laquelle il travaillait. Mais à la fin, il fabrique un pot, quoi. Ok. Que seul l'utilisateur final pourra voir. Et il y avait une autre question qu'ils m'ont posée, et c'était marrant, je ne m'attendais pas à ça, c'était est-ce qu'il s'agit d'une solution complètement décentralisée? Donc, pas forcément. Voilà, c'est ça que je voulais essayer de comprendre avec toi. C'était donc aujourd'hui, Zama, vous avez cette techno de FHE. Je sais que vous êtes open source, donc c'est accessible à tous les développeurs. Est-ce que c'est décentralisé? Enfin, comment est-ce qu'en pratique, la techno, les gens vont la mettre sur des serveurs et c'est eux qui choisissent si c'est des serveurs centralisés, décentralisés, etc. Tu as parfaitement résumé. Si c'est une blockchain, ils vont tout simplement l'ajouter dans leur virtual machine ou dans leur système. Si par contre c'est une boîte centralisée, Web 2, un SaaS classique, pour reprendre l'exemple des données de santé, ils vont tout simplement l'utiliser et nous acheter une licence pour pouvoir l'utiliser. C'est-à-dire qu'on est open source, mais ça ne veut pas dire qu'on est gratuit. C'est juste que quand on fait de la cryptographie, le fait d'être open source, ça permet de créer une confiance énorme dans les communautés de cryptographes parce que tout le monde peut regarder. Si jamais il y a une faille, elle peut être découverte en 2 secondes. Tandis que quand on est open source, on résiste beaucoup plus. Mais elle peut aussi bien être utilisée sur des serveurs centralisés par des sociétés qui lâchent aucune donnée que par des blockchains qui vont le mettre sur des EVM, des VM qui vont tourner sur des centaines de serveurs. Ok, très clair. On passe au mythe numéro 3, qui est les preuves de ZK ne sont pas aussi confidentielles que le FHE. Ouais. Est-ce que, du coup, tu penses c'est vrai ce qu'on raconte, c'est pas aussi confidentiel? En fait, ça revient à dire ce qu'on disait où la donnée, elle est pas... Enfin, on utilise le ZK pour chiffrer. Moi, j'avais une question, parce que en fait, j'avais pas mal de questions sur ça, mais on a déjà pas mal répondu. C'était surtout, donc dans ZK, il y a ZK Proof. Ouais. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a bien quelqu'un qui doit voir que la preuve est valide, il y a bien quelqu'un qui vérifie. Je crois que ça marche avec un ZK Prover, ou je ne connais pas exactement. Tu mets le doigt sur le sujet parfait. Alors, je ne voulais pas rentrer dans ce niveau de détail tout à l'heure, mais là, on va pouvoir y rentrer. C'est-à-dire que je remets toujours en contexte pour que tout le monde comprenne bien. Le ZK, on l'a dit, c'est pour de la scalabilité et parfois pour de la privacy. Quand on utilise des preuves zero knowledge pour faire des applications de privacy, il y a quand même une entité qui s'appelle le prover. Quand on fait du ZK, il y a un prover, il y a un vérificateur, un verifier. Ce prover, pour générer sa preuve, lui, il a besoin de voir toutes les informations en clair. Donc, si on a un cas d'usage qui nécessite plusieurs personnes, où il y a besoin de générer une preuve, ce prover-là, il faut au moins lui faire confiance. Okay. Et donc, dans ce sens-là, comme on doit faire confiance à une partie, alors qu'on ne l'a pas en FHE, on a une supériorité sur ce point-là du FHE, pour des cas d'usage qui nécessitent d'avoir plein de monde. C'est-à-dire qu'il faut faire confiance au prover. Okay. Tandis qu'en FHE, il n'y en a pas besoin. Okay. Et ce prover, quand on dit faire confiance au prover, pour les gens qui regardent, peut-être c'est pas forcément des gens, on parle de machines, de serveurs. Voilà, d'entreprises, voilà. etc. En gros, un prover, c'est une très grosse machine qui coûte très cher parce que ça consomme beaucoup d'électricité, parce qu'il faut beaucoup de calculs pour générer ces fameuses preuves. Ok, donc voilà, je pense que à travers toutes les réponses qu'on a données, c'est clair la différence entre FHE et ZK. J'aimerais, pour le mythe numéro 4, parler un peu plus de FHE. Il y a un mythe ou peut-être un préjugé où les gens disent que au final, le FHE, c'est impraticable à grande échelle. On en a un peu parlé au début quand on disait que rajouter de la confidentialité, ça pouvait rendre des transactions plus lentes. Ouais. Tu nous as expliqué qu'il y avait certaines technologies qui arrivaient. Déjà, pourquoi est-ce que les gens disent que le FHE, c'est impraticable, que en fait, ça ne marchera pas Alors ça, c'est l'histoire des innovations en cryptographie. Il y a un moment où il y a des papiers de recherche qui sortent et puis parfois, il faut 10 ans, 15 ans, 20 ans pour les rendre praticables. Je vais redonner un exemple. Dans le cas du ZK, les Zero Knowledge Proof, c'est basé sur un papier qui est sorti en 1985. Et donc, il y a eu 30 ans pour en faire des premières applications. Puis, on a commencé à bricoler des choses avec Zcash. Et puis après Zcash, on a eu Monero. Enfin, pas Monero. On a eu ensuite les preuves ZK. Et là, en quelques années, il y a eu une explosion
Et on appelait ça encore des moon maths il y a quelques années, parce que c'était Ok. des maths inaccessibles, genre sur la Moon Lune. math. Ok, Des je moon savais même maths. pas ça. C'est moon maths et genre Vitalik avait lui-même prévu que ça arriverait que fin de la décennie. Et en fait, il y a eu tellement de capitaux investis, tellement d'innovation, tellement de recherche que là, ça y est, c'est pratique et c'est ça qui scale Ethereum et c'est utilisé partout et c'est en train de devenir boring et d'être enterré au fin fond de l'infrastructure. Bah, la même chose est en train de se passer pour le FHE. Il y a évidemment, il y a 10 ans, c'était des trucs, c'était des moon maths, c'est-à-dire qu'on pouvait faire des petits trucs, jouer dans des conférences de cryptographie, montrer qu'on pouvait faire 1+1 en chiffré, mais c'était un truc qui servait à rien. Et là, ce qu'on voit depuis que la Zama a été lancée en 2020, c'est que tous les ans ou tous les 2 ans, on diminue le coût par 2 et on est sur une exponentielle. Ok. Comme la loi de Moore, et plus on avance, moins ça coûte cher. On est aussi en train de développer des hardware spécialisés, donc des puces qui vont permettre de faire que des calculs FHE, qui vont encore plus faire diminuer le prix du calcul. Mais comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on peut faire une dizaine, entre 5 et 10 transactions par seconde. C'est largement suffisant pour la plupart des cas d'usage financiers qu'on veut adresser, notamment dans les real world assets, qui est un peu aussi notre go-to-market. Et il n'y a pas besoin de plus. Et plus le temps va passer, et puis on va passer à 10, 15, 20, 100, et puis après on pourra faire tout ce que peuvent faire le monde en clair. Ok. Et ça coûte combien un calcul, comme tu dis? Alors, J'ai pas du tout d'ordre d'idée. Si moi, demain, je sais pas, je fais un layer 2, j'ai envie d'intégrer du FHE dedans, ouais. combien est-ce que je paye? Alors, comme on n'a pas de système en production, j'ai pas une réponse parfaite là-dessus, parce que ça va être des gas fees. Au final, le gaz sur une blockchain, c'est l'abstraction qui te permet de payer pour du calcul. Le FHE, ça va être pareil, on va payer avec des gas fees, c'est-à-dire que les opérations FHE, il y aura un petit peu plus de gas fees. Ce qu'on s'attend sur les premières mises en production qui vont arriver dans l'année prochaine, c'est d'avoir des swaps et des transactions qui coûtent entre 2 et 10 centimes. Ok. Voilà, donc si sur les layers 2, on peut être en dessous d'un centime, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Nous, on va être à quelques centimes, peut-être quelques dizaines de centimes. Et si c'est une opération plus compliquée, ce sera peut-être en dizaines de centimes, voire en euros. Ok. Et donc, en fait, donc, tu disais, c'est la mise en production, elle n'a pas encore été faite. Vous avez fait des tests pour l'instant, mais Ouais. c'est l'année prochaine? Ouais, donc en gros, Zama, alors je remets un petit peu dans le contexte, c'est une boîte qui est lancée en 2020, qui fait d'abord que de la recherche et qui améliore la technologie fondamentale avec des chercheurs pendant 3-4 ans. Ok. Ensuite, moi, je suis arrivé chez Zama en début 2023, donc ça fait 1 an et demi, et on a commencé à commercialiser la techno seulement cette année. Donc là, on a vendu la technologie, on est en train de l'intégrer chez la plupart de nos clients et partenaires, et elle sera déployée en production à partir du Q1 l'année prochaine sur Ethereum, via quelque chose qui va s'appeler le coprocesseur, mais ce sera disponible sur des testnets à partir de octobre de cette année. Ok. Et donc, un développeur pourra, s'il connaît un petit peu le Solidity, ça va être très facile pour lui, aller écrire son smart contract en Solidity, sauf qu'au lieu de manipuler de la donnée en clair, comme il a toujours eu l'habitude de faire, il pourra maintenant avoir ce nouveau pouvoir magique de manipuler de la donnée chiffrée. Et donc, toutes les variables qui sont en Solidity en clair, on en aura une version chiffrée, et il pourra manipuler, ce sera très facile pour lui. Ok. Donc, en fait, il n'y a pas à apprendre un nouveau langage. Exactement, et ça c'est vraiment un des gros avantages du FHE par rapport à toutes les solutions qui existaient avant, c'est qu'avant, pour faire de la privacy avec du ZK, en plus d'avoir sa casquette de développeur, fallait en plus de ça être cryptographe, aller se farcir des papiers de ZK, enfin c'était vraiment dur. C'est déjà suffisamment difficile de coder correctement en Solidity et de ne pas faire d'erreur, et c'est pour ça que nous on a voulu se rapprocher au maximum de la développeur expérience et d'abstraire au maximum la complexité, et on va permettre juste dans Solidity, pas besoin d'apprendre un nouveau langage comme c'est le cas chez certains de nos concurrents qui utilisent que du ZK, on va pouvoir faire du Solidity et ce sera très facile. Ok. Et cette tech de FHE, c'est Zama qui l'a développée ou elle existait, où il y avait des bouts un peu partout et vous avez tout remis ensemble? Un mélange d'un petit peu tout ça. Donc le FHE, si je rentre un peu plus dans les détails, en gros, s'il y a des schemes de FHE, différents schémas de FHE. Il y en a 2 principaux, un qui s'appelle CKKS, un qui s'appelle TFHE. Nous, Zama, on a tout misé et on développe à fond celui qui s'appelle TFHE. Pourquoi? Parce que c'est celui qui permet de faire des calculs extrêmement précis.
En gros, sur l'autre, on a plutôt des approximations. Et quand on manipule de la donnée financière, on ne veut pas des approximations. Par contre, si on fait par exemple du machine learning, on peut avoir certaines approximations parce que les calculs, etc. Bon, même si nous, on peut aussi faire du machine learning avec. Mais en gros, on a choisi le TFHE parce que voilà, il y a une espèce de précision, en gros, et on pense que ça va être sur le temps long bien meilleur que l'autre. Et donc, il y a ces différents schemes. Nous, on a tout misé sur l'un d'entre eux. Mais il y a plusieurs implémentations. Maintenant, nous, on a 10% des chercheurs mondiaux qui font du FHE qui travaillent pour nous. On innove énormément en blockchain, on discute avec tous les grands acteurs en blockchain. Donc, on est très bien placé, en tout cas sur la partie blockchain. Ok, très clair. Donc, pour répondre en fait au dernier mythe, pour l'instant, c'est pas mis en production. C'est normal que les gens ne le voient pas, du coup, mais ça le sera très bientôt. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir réduire cette latence et ça va devenir de plus en plus simple en fait d'utiliser le FHE. Ouais, alors si on est un petit peu plus précis, c'est même pas de la latence, parce que ça ira assez vite, c'est vraiment du nombre de transactions par seconde. Et du coup, on va dire que c'est un peu la même chose. Mais oui, tu as raison, on va réduire les coûts progressivement au fur et à mesure qu'on va sortir ces fameuses puces qui permettront d'aller plus vite. Comme dans Bitcoin, tu vois, dans Bitcoin, il y a eu les fameux ASIC. C'est des mineurs. Des mineurs qui font que ça, quoi, de la fonction de hachage, et ils le font très bien. Nous, on va sortir l'équivalent pour le FHE, qui permettra de réduire encore par 100 000 les coûts de faire du FHE. Très clair. Je te garde encore un peu parce que déjà, j'aimerais parler de la suite et du futur du FHE. Est-ce qu'il y a des cas d'usage très, très particuliers sur lesquels tu vois le FHE aller? Toi, tu es dans la blockchain, tu penses que ça va rester sur ça? Est-ce que c'est juste peut-être, je sais pas, un test net pour vous, le secteur de la blockchain? Alors, c'est notre go-to-market. Okay. Pourquoi? Parce que on pense que en tout cas, moi, je pense que la meilleure application de la blockchain dans le monde, ça va être pour gérer de la donnée financière et de la valeur, créer l'Internet de la valeur. Aujourd'hui, on a pu mettre quelques actifs on-chain, en plus des actifs natifs comme BTC, ETH. On a mis des stablecoins, on a mis du dollar on-chain, on commence à mettre des T-bills, des boîtes comme Spyco en France, il me semble. On commence à mettre des T-bills, on commence à mettre de la dette. Il y a certaines actions qui commencent à arriver. On met de plus en plus d'actifs du vrai monde, les fameux RWA, je trouve que c'est une mauvaise appellation, mais bref, qu'on est en train de mettre on-chain. Tant qu'on a des petits montants, ça va. Mais on ne pourra pas mettre le très gros des marchés financiers, des marchés des capitaux on-chain s'il n'y a pas un peu de privacy. Parce que c'est une feature qui existe dans le vrai monde. Donc ça, on pense que déjà, ça va être énorme. Et pour donner un cas d'usage très simple de ça, aujourd'hui, le format pour échanger des actifs tokenisés s'appelle un ERC20. C'est juste un compte en banque en ligne où chacun a un montant de tel token ou de tel actif. Avec la techno de Zama, on va pouvoir faire ces mêmes comptes en banque, ces ERC20, sauf que les montants vont être chiffrés. Et donc, quand on ira sur un bloc Explorer, on verra qu'il y a 25 personnes qui possèdent tel actif. Par contre, on ne saura pas combien ils possèdent. Et ça, on pense que c'est ce qui va être un des go-to-market pour aller toucher ce monde de la finance qui veut se tokeniser. Ok, et donc du coup, imagine demain, je claque des doigts comme ça, et il y a, je sais pas, le FHE, c'est intégré partout dans l'écosystème blockchain. C'est quoi quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est qu'on va être enfoui comme une couche protocolaire dont on n'entendra même plus parler. Genre le commun des mortels, même en finance, même les devs, ils le sauront même plus. C'est simplement qu'ils auront ce nouveau pouvoir de pouvoir chiffrer les choses et ça leur semblera absolument normal, en tout cas on-chain. Ensuite, ça c'est vraiment le court terme, la blockchain. Ensuite, ce qu'on a, c'est tout le Web 2, le web classique, quoi. C'est un peu péjoratif de dire Web 2, le web classique, tous les services centralisés. Je donnais l'exemple des données de santé, mais imaginons même ChatGPT. Aujourd'hui, on a des LLM à qui on est en train de donner l'intégralité de notre vie, nos requêtes, tous nos problèmes, toutes nos choses. On crée un pot de miel faramineux où sont stockées nos données personnelles. Nous, on croit dans un monde où on va pouvoir envoyer des prompts à un LLM ou à n'importe quel autre système où on peut garder notre confidentialité. C'est-à-dire que je suis très content que Sam Altman il développe ses super algos d'IA, mais moi, je lui envoie une donnée chiffrée qu'il ne peut pas déchiffrer. Son algo fait sa sauce qui est magique, il me la renvoie et il n'y a que moi qui peux la déchiffrer et ça appartient à personne d'autre. Et ça, on l'appelle, nous... Donc, il y a eu HTTP, HTTPS, nous on croit HTTPZ, comme Zama, qui est cette dernière version du web où les données sont chiffrées, pas que pour le transport,
mais même pour le calcul, de bout en bout, sur tous les services que tu utilises. Facebook, chiffré complètement, Mark Zuckerberg ne peut plus avoir accès à tes données. Instagram, Airbnb, enfin voilà. C'est pas, je veux dire... Facebook, par exemple, puisque tu as pris... Moi, je suis Mark Zuckerberg, jamais j'intègre ton truc. Je fais tout pour que toi, ça marche pas. Parce que si j'ai plus accès à tes données, je peux plus les revendre. Si je peux plus les revendre, je fais plus de CA. Alors, c'est ça qui est très beau, c'est que comme on peut faire tout type de calcul dessus, on peut encore faire du matching entre des données personnelles et des annonceurs. Ok. Sans que les opérateurs aient accès. C'est-à-dire que l'opérateur peut dire « Ah tiens, l'annonceur, je veux cibler les gens qui aiment le skateboard. » Moi, je peux dire que j'aime le skateboard dans mes trucs. L'opérateur Facebook qui gère les serveurs n'a pas accès à ces informations. Par contre, le matching peut se faire et la machine peut le comprendre. Okay. Et c'est aussi toute la magie du FHE. Et donc, c'est pour ça qu'on pense que ça va vraiment s'installer partout. Donc là, évidemment, Facebook, c'est cas d'usage. On n'y est pas encore en termes de puissance de calcul. Et c'est la vision un peu plus long terme. Mais, étant donné les exponentiels qu'on a vus dans la tech ces dernières années, la vitesse à laquelle ça va quand il y a les bons cerveaux, les bonnes compétences et l'innovation, ça peut arriver plus vite qu'on ne le pense. Ok, très clair. Une dernière question, juste pour avoir ton avis personnel. Tu disais que, en fait, le monde de la finance traditionnelle arrivait, d'ailleurs c'est une question un peu plus blockchain crypto, tu disais que le monde de la finance traditionnelle, tout ce qui était actions, obligations, au fur et à mesure ça se tokenisait, ça se mettait sur la blockchain. Est-ce que tu ne penses pas qu'il ne faut pas justement tout mettre sur la blockchain et qu'il y a une grande partie à laisser à des acteurs centralisés ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas mettre toutes les informations publiques du monde sur la blockchain. Oui, voilà, ça n'a pas d'utilité. Ça, c'est sûr. Et ensuite, il ne faut pas être, je pense non plus, un blockchain absolutiste. Il y a plein de choses qui peuvent très bien fonctionner sans les mettre sur la blockchain. Par contre, partout où il y a 30 000 intermédiaires, partout où il n'y a pas de protocole, c'est-à-dire des informations, des systèmes qui ne se parlent pas. J'avais lu un truc sur le blog de Morpho que j'avais bien retenu. C'est aujourd'hui, il y a 50 000 banques dans le monde. Elles ont toutes recréé leur propre système de gestion de prêts, de machin. Il n'y a pas de protocole. En fait, la blockchain, on ne devrait pas arrêter d'utiliser ce mot. En fait, il faut juste utiliser des protocoles à la place d'utiliser chacun sa petite app qui ne parle pas avec les autres. Parce que le protocole, il est universel. C'est un peu comme le conteneur qu'on a eu en logistique. Le jour où on a inventé le conteneur, fameux conteneur, on a pu passer une marchandise d'un bateau à un pont et puis tout se fait hyper smoothly, quoi. C'est génial. Et on veut faire la même chose en finance. On veut des protocoles à la place des systèmes pourris qui existent. Je vais lâcher le mot. Et le jour où on aura tout... Donc moi je suis pour des protocoles en général. S'il se trouve que les meilleurs protocoles sont blockchain, alors il faut aller sur la blockchain. Bon. Peut-être un autre sujet sur l'interopérabilité dans la blockchain et la crypto. Bon, en tout cas, Jason, merci d'être venu sur ce podcast. Tu nous as appris plein de trucs. Je mettrai peut-être ton LinkedIn et le site de Zama en description de la vidéo pour ceux qui veulent regarder, qui veulent chercher un peu plus. On n'a pas trop abordé l'aspect très très tech parce que moi, je voulais faire une vidéo qui était aussi destinée à tout le monde. En tout cas, merci de l'avoir suivi. C'était Carlita Crypto et Jason et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt, salut. À bientôt.